Bonjour à tous, bienvenue dans le Nouveau Monde. Et dans ce Nouveau Monde, comme dans l'Ancien, ce n'est pas la peur qui est le moteur de l'histoire. En revanche, la peur, c'est le carburant des médias. La trouille, la pétoche, l'angoisse, la panique, le qu'est-ce qui va se passer, le tueur qui est au coin de la rue, la peur qui nous dit que ça va être pire ici quand ça va arriver, hein. Le « on l'a échappé belle ». Tout ça, eh bien, c'est comme ça que marchent les médias. Ils marchent à l'angoisse qu'ils suscitent. Évidemment, c'est leur drogue. C'est notre addiction. Et ce qui est passionnant, c'est que le pire n'est jamais tout à fait certain. Il y a des peurs irrationnelles. Il y a celles qui sont bien documentées. Il y a les marchands d'illusions et il y a les scientifiques qui s'essaient à faire de la prospective. Ceux qui annoncent que la planète est fichue et les autres qui parlent déjà de la guerre civile. Alors on va en parler avec celui qui a travaillé sur l'Apocalypse. Il s'appelle Jean-Baptiste Giraud. Il est journaliste, c'est un spécialiste d'économie. Il a travaillé dans tous les médias, radio et télé français. Il a fondé Économie ce matin, c'est ça ? Matin, exactement. Bonjour. Alors, vous publiez donc Dernière crise avant l'Apocalypse chez Ring. Ça se lit comme un polar avec le cœur qui bat. Parce qu'évidemment, on se dit, on est tenaillé, on se dit l'Apocalypse demain. J'aimerais bien que ce soit une fiction. Quelque part, vous expliquez quand même dans votre livre que prédire le pire, c'est encore la meilleure façon de l'éviter, parce que c'est comme ça qu'on s'y prépare. Hein. Bah, évidemment. Le but, c'est pas de dire tout va mal et puis de regarder le monde dans lequel nous vivons de s'écrouler. Oui, malheureusement, tout va mal et de plus en plus mal. Ou plutôt, il y a une vraie accélération. Et d'ailleurs, ce livre est né de la pandémie qui nous a frappés au niveau mondial. Et le but n'est pas de dire la pandémie nous a mis dans la panade. En fait, on y était déjà bien enfoncés, les deux pieds dans la glaise jusqu'au fond. Et la pandémie ne nous permet que de constater quelles étaient nos fragilités. Regardez le sketch quand même, des masques et des sacs poubelles en guise d'équipement de sécurité pour nos personnels de santé. Notre incapacité, nous, pays membres permanents de l'ONU, à faire un vaccin alors que Pasteur a professé le vaccin et la vaccination en France. Bref, cela nous montre bien que nous ne sommes absolument pas prêts, ou plutôt dans de très mauvaises dispositions, pour affronter le monde cruel et violent qui est déjà présent et pas devant nous. Alors, c'est un discours qui est très franco-français et qui est affreusement réactionnaire quand même. Hein. Écoutez, parce que vous pourriez dire au contraire que la pandémie a montré qu'on était capable de trouver un vaccin dans une période en un temps incroyablement court, de le diffuser très largement au point qu'aujourd'hui, on peut le livrer même aux pays qui n'auraient pas les moyens de financer la recherche et d'acheter ces brevets. Mais en fait, le problème, c'est pas tant la santé, qui en est un parmi tant d'autres, c'est tout le reste autour. Regardez, prenons l'énergie, c'est le chapitre 10 de notre livre, on a titré... Non, attendez, on va le faire ça. après, d'accord. On va prendre les problèmes les uns après les autres, mais d'abord, le titre, l'Apocalypse, parce que c'est une vision biblique, l'Apocalypse, avec les chevaux à 4 têtes et les 7 bêtes. Alors, sans dire de bêtises, de mémoire, en grec, Apocalypse, ça veut dire révélation. Il se trouve que mes parents m'ont nommé Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, et ce n'est que une fois le livre paru, je me suis dit, tiens, un Jean qui annonce l'Apocalypse dans un livre, ça s'est déjà fait, ça a déjà été vécu. C'est un petit clin d'œil. C'est religieux, et quelque part, ça dit que cette punition, on l'a bien méritée. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'on l'a bien mérité, parce que ce serait considérer que c'est une fatalité et que c'est une punition qui nous vient d'ailleurs. Nous nous punissons nous-mêmes. Il y a tout un tas de sujets traités dans ce livre qui sont entièrement de notre faute. C'est nous qui avons creusé la spirale infernale de la dette. C'est nous qui sommes incapables d'anticiper ce qui va se passer avec ces dizaines de millions de vieux, appelons-les comme ça, qui en Occident vont se retrouver seuls, sans retraite ou minimale, et sans personne pour les soigner, ni non plus pour s'occuper d'eux. Je fais d'ailleurs la distinction entre les soigner et s'occuper d'eux, ce sont deux sujets différents. Ça, c'est devant nous, c'est déjà en cours, on le sait, on l'a vu, les EHPAD sont sous-dimensionnés pour accueillir les personnes âgées dépendantes
en France et en Occident, et on n'a encore rien vu. C'est un problème de riches, c'est un problème de l'Occident. C'est un problème de riches, non, c'est un problème qui va... C'est un problème d'occidentaux. Mais non, les Chinois sont exactement dans la même situation, et évidemment, un continent comme l'Afrique est exactement dans la même situation, simplement, c'est avec un effet retard. Sauf qu'en Afrique, on s'occupe des anciens. Oui, on s'occupe des anciens, effectivement. On va dire d'ailleurs que les Occidentaux ont oublié comment s'occuper des anciens. Effectivement, vous avez raison. Bon, on va dans le mur et on ne veut rien changer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des échéances électorales et qu'on n'a pas envie de c'est facile quand vous avez une carte bleue qui crache toujours de l'argent pour faire face aux difficultés. Quand vous avez un compte dans le rouge de 2 000 € tous les mois, mais que vous avez une réserve d'argent qui permet de faire un virement tous les mois pour combler le trou, c'est bien ça qui se passe à l'échelle... Pas seulement de l'Occident, puisque pour le coup c'est quasiment la planète entière qui joue à ça, sauf un certain nombre de pays en voie de développement qui, eux, n'ont pas cette ressource illimitée de la fabrication d'argent gratuit. On leur jette parfois des poignées de dollars, ou on leur remet des dettes en leur disant, dans notre grande mensuétude, on vous fait cadeau, mais la moitié de la planète vit à crédit. Oui. La moitié de la planète vit à crédit, mais bon, vous racontez très bien dans votre ouvrage combien, par exemple, le Covid a fait basculer dans la faim, pour ne pas dire la famine, des dizaines et des dizaines de millions des centaines de millions de nos contemporains. On compte, l'ONU comptait 850 millions. À la louche. Oui. Bon, on est bien parti pour atteindre le milliard d'affamés. Un affamé, c'est quoi ? Redisons ce qu'il est. À une époque, c'était à la une des chaînes de télévision occidentales pour qu'on agisse. On a eu un ministre qui portait des sacs de riz sur son épaule. Et puis là, on n'en parle plus du tout. C'est plus du tout un sujet. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il y a plein d'autres sujets, entre guillemets, plus importants à mettre sur les écrans et les smartphones des Occidentaux, entre autres. Mais oui, il y a bien 800 millions de personnes qui meurent de faim. C'est-à-dire qui n'ont rien mangé hier, ne mangeront rien aujourd'hui et ne mangeront rien demain et qui attendent... ou qui n'attendent plus d'ailleurs qu'une aide alimentaire ou une aubaine leur permette de mettre quelque chose dans leur assiette ou dans leurs mains. Alors 800 millions, c'est un humain sur 10. Un humain sur 10, on est en route vers un humain sur 9. C'est simple, il y a 100 millions d'habitants de plus sur la Terre tous les ans et l'agriculture ne suit pas. L'agriculture ne suit pas, elle est même en repli. On a produit moins cette année de ressources agricoles qu'on en a produit l'an dernier. Résultat des courses, eh bien le blé dur par exemple, le prix du blé dur, qui est à la base de la farine, plus 60%. Alors vous évoquez un cas qui est très parlant, je trouve, dans votre essai, c'est le cas de Cuba. C'est avec Cuba. Parce que Cuba est incapable, importe finalement l'essentiel de ce qui est consommé. Cuba importe tout, mais c'est la même chose pour l'Égypte, qui n'est pas sur une île et qui n'est pas communiste. En Égypte, j'ai vu encore les chiffres ce matin, dans le livre on parle de 100 millions d'habitants, mais en fait ça bouge très très vite, c'est 1 million de plus par an, et donc maintenant le dernier recensement, qui est fait en grande partie au doigt mouillé, puisqu'il n'y a pas des gens qui vont compter les gens sur les bords d'une île, un ou autre, on dit que maintenant qu'il y a 105 millions d'habitants en Égypte, et il y en a 1 million de plus tous les ans. En 1805, peu après le passage de Napoléon en Égypte, il y avait 4 millions d'habitants en Égypte et il y avait 38 millions d'habitants en France. Aujourd'hui, il y a 68 millions d'habitants en France et il y a 105 millions d'habitants en Égypte. Le Nil n'a pas doublé, triplé, quadruplé, ni de débit, ni de surface irriguée avec les fameux alluvions qui ont donné sa prospérité à l'Égypte antique. Donc oui, en Égypte, on importe 90% de ce qu'on mange, on importe tout ce que l'on consomme dans les Maldives, à La Réunion, dans les Antilles, mais aussi dans des dizaines de pays du monde qui sont entièrement dépendants d'autres pays pour leur subsistance. Un mot sur la Russie, qui avant les mesures coercitives prises par l'Union européenne et les États-Unis importait énormément de choses. Du jour où on a cessé de leur vendre, Vladimir Poutine a lancé un grand programme de réagricolisation, si l'on peut dire, et ils produisent tout un tas de choses qu'ils achetaient à l'extérieur, ils sont autosuffisants. Mais vous croyez vraiment aux statistiques russes, avec les sovkhozes, les kolkhozes ? Vous pensez qu'il y a encore des Potemkindorf avec des gens qui tapent sur des... J'ai un doute profond sur les chiffres que publie... En tout cas, ils se sont remis à produire et ils ont la place.
une chose est certaine, c'est que la Russie a largement la capacité de produire ce qu'elle importait avant, ce qui n'est évidemment pas le cas ni de Cuba, ni de l'Égypte, ni de tout un tas d'autres pays. Effectivement, la différence entre l'Afrique, l'Égypte comme ce géant africain et la Russie qui est un géant dont la surface dépasse celle de la Chine et de l'Inde réunies, il faut quand même le rappeler, c'est que c'est un pays qui est vide, avec une population qui est de moins en moins nombreuse. Il y a même une sorte de suicide démographique. Non, si c'était que la Russie qui se suicidait sur le plan démographique, l'Occident se suicide, l'Asie se suicide. Le seul continent qui est à l'équilibre, c'est l'Amérique du Sud. Alors voilà, la Chine, vous en parliez. Vous écrivez qu'elle a connu des famines incroyables, mais qu'on doit au Parti communiste le fait que les gens... Ah oui, un système autoritaire résout le problème. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que vous évoquiez tout à l'heure le cas de Bernard Kouchner devant les caméras, un sac de riz sur l'épaule. Il allait sur une plage de Somalie et c'était à l'époque où la Somalie faisait partie des pays que l'Amérique voulait stabiliser. On sait combien les Américains sont repartis, comment le pays s'est effondré. Et 20 ans après, on est toujours dans cette espèce de chaos politique, avec l'incapacité de ramener un peu de paix civile, de vaincre les Chebabs et d'avoir des élections. En Chine, les famines, c'est le grand bond en avant. C'est là encore une décision politique qui avait provoqué ces famines. C'est toujours la politique, la passion politique, l'idéologie qui empêche finalement la subsistance. Mais aujourd'hui, il est, à défaut de dire inéluctable, puisque vous mettez en doute les statistiques russes, on peut aussi mettre en doute tout un tas de statistiques chinoises, mais a priori, on meurt moins de faim en Chine qu'on mourrait de faim dans les années 60, mais à quel prix ? Il y a quelques disettes et il y a des révoltes paysannes qu'on ignore largement. Alors, vous expliquez quand même que la crise sanitaire qu'on vient de traverser, qui n'est pas finie, on est encore dedans, oui, sera inéluctablement, là encore, suivie d'une crise économique et sociale, et que plus rien ne sera jamais comme avant. C'est tout simple. Vous prenez n'importe quel film ou série américain dans lequel vous avez un personnage qui accomplit des choses héroïques, il s'est fait tirer dessus ou il est tombé du haut d'une montagne, hop, on lui met 2 seringues d'adrénaline et il se met à courir comme un dératé et tout va bien. Tiens, c'est le dernier, c'est à peu près ce qui arrive à Tom Cruise dans le dernier Mission Impossible. Il fait des choses incroyables, mais... justement, c'est impossible. Mais ben voilà, c'est ça. Effectivement, on nous dope à l'adrénaline de l'argent gratuit et illimité. Évidemment, alors franchement, je suis très choqué parce que lorsque j'entends des gens a priori sérieux, qui disent la croissance repart en Europe, en Occident, en France, en disant cocorico, tout va bien, c'est oublier que une grande partie de cette croissance est stimulée par de l'argent public, par de l'argent distribué, de l'hélicoptère-monnaie. Oui. Et c'est surréaliste de se dire on fait 6% alors que ces 6%, c'est de la dope. Oui, c'est de l'argent artificiel en fait. Mais c'est de la dope. On drogue, on a une course de fond, celle de l'histoire du monde, et tout d'un coup vous avez quelques coureurs qui ont mis pied à terre ou même les 2 genoux à terre, et hop, on arrive et on leur injecte des produits dopants, des anabolisants, et ils courent plus vite que les autres, on dit bravo, magnifique, mais ils ne sont pas à égalité, puisqu'à un moment, ces produits dopants, anabolisants... Mais en fait, c'est surtout qu'après avoir couru comme des ratés, ils s'effondrent. Ils s'effondrent parce que d'abord, ça ne fait pas du bien à l'organisme, et 2, on ne peut pas doper en permanence un coureur pour qu'il court le marathon à des vitesses inhumaines. Alors... Bon, je sais qu'être prophète de malheur, ça demande un peu de courage, mais ça marche aussi. Mais quand même, quand vous nous parlez... Je le fais vraiment pas de gaieté de cœur. Moi, je suis père de 6 enfants. Quand vous êtes père de 6 enfants, vous êtes en train de mettre sur les rails de la vie. L'aîné a 20 ans. J'en ai un qui a 19 ans le jour de cette interview. Une petite dernière qui a 11 ans depuis quelques mois. On leur raconte pas et on n'amène pas le bouquin à la maison en disant
les enfants, ça va être la fin du monde, ça va être très très dur le monde dans lequel vous allez vivre. Je le fais parce que je suis responsable. Je le fais parce que je pense qu'il est encore possible de sauver un certain nombre de choses. C'est pas du tout pour dire c'est la fin du monde, alléluia, je me réjouis. Vraiment. Pour les 6 petits Giraud, j'espère que vous achèterez cet ouvrage qui se trouve dans toutes les bonnes librairies pour le prix de 18 €. J'aimerais bien qu'il se trouve dans toutes les bonnes librairies, mais on est en rupture de stock à peu près partout. Donc ceux qui, malgré cette interview, auraient envie quand même de le lire, eh bien prenez votre courage à deux mains parce qu'on se l'arrache manifestement. Commandez-le. Voilà. Il y a pénurie de papier. Voilà. Le Covid est extraordinaire parce qu'il y a des pénuries de tout, notamment de papier. Alors, on fait l'expérience quand même. Puisqu'on parle du Covid depuis quelques mois, de ce dysfonctionnement du monde, des choses qu'on ne connaît pas, mais en même temps, on découvre que les scientifiques qui font la prospective et qui nous annoncent la 4e vague, les hôpitaux débordés, sont régulièrement pris à contre-pied par les événements parce que justement, ils sont comme les médecins de Molière, ça n'arrive pas. Oui, vous voulez dire les feuilles Excel qu'ils tirent, la réalité ne colle pas avec la feuille Excel. C'est la postface. Dans la postface, nous expliquons avec Jacques Bichot, mon co-auteur, qui est la caution scientifique de notre travail, puisqu'il est docteur en économie et docteur en mathématiques, donc il a modéré l'enthousiasme ou le catastrophisme du journaliste économique que je suis. Nous disons que, justement, pendant la pandémie, c'est un médecin qui expliquait à la télévision que, oui, telle vague n'était pas arrivée comme prévu, parce que justement, il l'avait annoncé pour que ça n'arrive pas. Je pense sincèrement que beaucoup ont annoncé des lendemains difficiles pour que ces lendemains difficiles n'arrivent pas. Et je fais la même chose. Quand on vous explique qu'un vaccin ne peut pas être mis au point avant 18 mois ou 24 mois et qu'il arrive dans les pharmacies au bout d'1 an, on se dit que tous ces gens ont minimisé quand même le génie, la résilience, la résistance, l'inventivité, non mais très bien. Si vous voulez, la prenons les sujets de la transition énergétique, prenons les sujets de la faim dans le monde, prenez n'importe quel sujet dans le livre et testez-moi, voir si effectivement... Alors, on va rentrer dans le jeu, on va arrêter de dire que vous cherchez la barque. C'est vrai que vous écrivez quand même que le scénario apocalyptique arrive sur le monde à la vitesse d'une météorite. Alors là, c'est vraiment le film catastrophe. Hein. Bon, il y a déjà des morceaux de la météorite qui sont tombés, Vincent. C'est vrai. Alors, vous faites de la politique fiction avec beaucoup de réalisme. Racontez-nous, à partir du Covid, le film d'épouvante. Comment les choses se mettent, selon vous, peuvent se mettre en place. C'est quoi le pitch? Alors, effectivement, il y a des temps longs et des temps courts. Je vais prendre le temps long invisible, le truc sourd qu'on ne voit pas, mais qui est réellement en train de se réaliser. Chapitre 10 de mémoire, c'est la disparition programmée des peuples européens. Quand j'étais petit garçon, en classe de 3e à 14 ans, ma prof d'histoire-géographie dans mon lycée nous disait déjà que les statistiques démographiques françaises étaient tronquées, erronées, fausses et qu'elles cachaient quelque chose. C'était il y a malheureusement 35 ans. 35 ans après, rien n'a changé et les paramètres se sont évidemment aggravés. Ça, c'est du temps long. C'est-à-dire que... Ça vous a beaucoup impressionné, hein? Oui. Cette prophétie. 6 enfants. Je ne sais pas s'il y a un lien, est-ce que c'est de l'inconscient, mais en tout cas, Vincent, si on faisait effectivement pas assez d'enfants en Occident il y a déjà 30 ou 40 ans, on en fait encore moins aujourd'hui, donc ça ne serait pas à l'améliorer. Mais sortons de l'Occident. Prenez par exemple un pays comme la Corée, qui nous déverse des produits high-tech dans le monde entier, qui est une nation dynamique. Eh bien, les Coréens, ils font 0,98 enfants par femme ou par couple. Je crois qu'on ne devrait pas dire... Alors, pourquoi ? Je dis, ce n'est pas notre sujet de savoir pourquoi. Nous, on constate que quand on fait 0,98 enfants par femme ou par couple, eh bien, la fin est inéluctable. Vous savez, c'est l'histoire du jeu d'échecs, mais à l'envers. Au lieu de mettre 2 grains de riz qui deviennent 4, qui deviennent 8, qui deviennent 16, qui deviennent 64, etc., là, c'est l'inverse. Vous avez 16 Coréens qui deviennent 8, qui deviennent 4, qui deviennent 2, puis 1. Donc la Corée va disparaître avant la fin du siècle. Alors en fait, elle ne va pas disparaître totalement. Il va y avoir un reliquat de population qui continuera à se reproduire plus que le seuil démographique, mais les Coréens seront 5 fois moins d'ici une quarantaine d'années.
les Japonais, c'est déjà dans les statistiques. Les Japonais, ils sont à 0,90 enfants par couple. Eh bien, les Japonais, ils ont déjà tout organisé. Chez eux, pas d'immigration, c'est simple. Et d'abord, ils détestent les autres Asiatiques. Et pas d'immigration, et donc ils ont déjà planifié que des robots les accompagneront jusqu'à dans leurs derniers jours. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, rien. Résultat, l'ONU dit quoi? Ouvrez les portes en grand de l'Occident, parce que le seul secours que l'Occident peut espérer pour gérer ce qui va se passer demain, c'est d'ouvrir en grand les portes et les flux migratoires pour renouveler ces populations. Oui. Est-ce que c'est souhaitable? C'est pas mon propos. Non, mais... Simplement, il est bien en train de se passer quelque chose. Ça, oui. C'est le temps long. Oui, sauf que l'ONU ne prend pas en compte les difficultés qui viennent de la migration, c'est-à-dire l'appauvrissement des pays du Sud, et puis la violence que génère quand même, et les trafics. C'est un con aberrant de penser qu'on prend des médecins irakiens, des médecins marocains, tout ça pour suppléer à nos propres manquements, et qu'à chaque fois, on vide de leur substance d'autres pays, d'autres nations, alors même qu'elles en auraient bien besoin. C'est surréaliste. Ça, c'était le temps long. On avance. Bon, oui, et le temps court. Le temps court, c'est votre carte bleue qui bloque. Le temps court, c'est un certain nombre d'habitants du continent ou de certains pays européens ou ailleurs qui, du jour au lendemain, se trouvent privés de la capacité à consommer. C'est-à-dire, et c'est pas forcément le 29 du mois, ça peut être n'importe quand, tout d'un coup, il y a une prestation sociale qui n'est pas payée, il y a une série d'entreprises ou d'administrations publiques ou d'entités publiques qui sont incapables de verser les salaires, et par effet cascade, boule de neige, dominos, tout ce que vous voulez, vous avez tout d'un coup 3, 5, 10, 15, 20% de la population, il suffit pas de plus, qui sont privés de ressources. Alors, ceux qui ont un peu d'argent de côté, ils s'en sortent, on commence à vendre les bijoux, on se fait aider par la famille, mais évidemment, c'est immédiatement le chaos. Il suffit qu'un nombre infinitésimal de personnes dans un pays organisé, structuré, soient privées de cette capacité à consommer pour que ça devienne immédiatement le chaos. Regardez, alors évidemment, les anti-Brexit se réjouissent du fait qu'on fasse la queue en Grande-Bretagne pour acheter de l'essence. C'est en fait parce qu'on manque de chauffeurs évidemment étrangers pour conduire les camions-citernes. Les Anglais vont résoudre le problème, mais vous voyez, dès qu'il y a quelques centaines de stations-service qui sont fermées dans un pays développé, c'est le chaos. Alors ça, c'est la véritable angoisse sur laquelle les médias savent prospérer, par exemple, de montrer des pays qui basculent soudain dans une pauvreté, alors que c'était écrit, parce que le système ne pouvait pas perdurer éternellement. Prenons l'exemple évident du Liban, où il y avait une classe moyenne et qui est passée sous le seuil de la pauvreté, avec effectivement plus d'énergie, plus d'essence, plus de courant, plus de ressources, les banques fermées, un pays en état de collapse absolu. Et ça inspire une sorte de peur à tous les pays environnants qui se savent très fragiles, d'autant que les Libanais ont quand même beaucoup de ressorts, une capacité de la résilience incroyable qui a défié le sort pendant si longtemps. Donc ça, c'est le temps court, c'est effectivement... A priori, je ne suis pas en train de l'annoncer comme une certitude, mais a priori, ce qu'il faut le plus craindre, c'est que dans un pays fragilisé économiquement, tout d'un coup, il y ait un certain nombre d'entités, publiques ou privées, qui sont incapables de continuer à alimenter le système. Et qu'est-ce qui alimente le système? C'est l'argent. Donc l'argent ne circule plus. Alors, on passe sur la retraite pour tous, on passe sur la Sécu, on passe sur un remarquable historique que vous faites sur la monnaie, qui est un chapitre très, très dense. Que je dois prioritairement à Jacques Bichot, dont c'est une des spécialités avec la retraite et la Sécu. Effectivement, on explique pourquoi l'argent illimité, gratuit, qui est fabriqué par les banques centrales depuis 20, 30, 40 ans, c'est une aberration totale et c'est une histoire qui a déjà été écrite dans l'histoire de l'humanité. En France, c'est les assignats qui, en 10 ans, conduisent à la banqueroute des 2/3. C'est évidemment la République de Weimar en Allemagne qui fait que l'on va, avec une brouette, avec des 20.000 Milliarden Mark, avec un tampon dessus, 100 Billionen Mark, parce que le billet, le temps qu'ils sortent pour aller acheter un morceau de pain. Oui. C'est arrivé à Weimar, c'est arrivé en France. Club Med, on ferme. Club Med, on ferme, ce sont tous ces pays nombreux qui dépendent du tourisme de masse et qui n'ont pas vu un touriste cet été et qui n'en ont pas vu depuis 1 an et demi ou 2. Ils reviendront. Mais oui, mais entre-temps, vous faites quoi quand vous n'avez plus de revenus? Est-ce qu'ils vont revenir?
bonne question. Est-ce qu'ils vont revenir Si le modèle économique c'était 100 plus 3 tous les ans et qu'on est à 100 moins 20 ou moins 25, c'est pas la même chose. Quand vous avez un modèle économique où vous avez 100 touristes et l'an prochain vous en espérez 103 et que l'an prochain vous en avez 70 ou 60, c'est moins de cuisiniers, c'est moins de serveurs, c'est moins de voituriers, c'est moins de femmes de ménage et tous ces moins sont des gens qui n'auront plus rien. Et donc c'est évidemment un appauvrissement ou un retour à l'âge de pierre pour des millions de personnes qui dépendaient du tourisme dans des dizaines et des dizaines de pays. C'est pas seulement Cuba, je parle de la Thaïlande, je parle de l'Indonésie, je parle de tous ces pays où effectivement ça va être très difficile. Alors la rentrée n'est pas spécialement optimiste. Parmi les livres qui cartonnent, il y en a plusieurs qui surfent résolument sur l'angoisse. Je vais vous en présenter 2. La mondialisation dangereuse, suprématie chinoise, islamisme, crise sanitaire, mafia, défi éco-énergétique, vers le déclassement de l'Occident. Ça, c'est écrit par Alexandre Delval avec Jacques Sopelsa. Il viendra s'expliquer sur notre plateau la semaine prochaine. Et puis, il y a Chantal Delsol qui, elle, carrément parle de la fin de la chrétienté. C'est un défi plus global. Il n'y a pas de point d'interrogation, vous remarquerez. C'est la fin, selon elle, de 16 siècles de chrétienté et le retour des temps païens, le retour du dieu Pan. Les 2 livres sont passionnants, je ne les ai pas finis, mais on a pris rendez-vous avec leurs auteurs qui viendront s'expliquer sur ce plateau. C'est ainsi qu'on prépare le nouveau monde. Et je vous le jure, il ne sera pas pire que l'ancien. On arrivera bien à s'en sortir. Merci à vous, en tout cas, merci pour votre Jean-Baptiste Giraud. Et bravo et bonne route pour l'Apocalypse. Ainsi va le nouveau monde. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.